Une heure pour le dire, en direct du Café Gourmand à la Maison Diocésaine à Valence, Fabien Revol. Une heure pour le dire, émission spéciale à l'occasion du deuxième Café Gourmand organisé en cette journée de prière pour la sauvegarde de la création du diocèse de Valence. De 16h à 17h, en direct de la salle de conférence de la Maison Diocésaine. Une émission également transmise en direct vidéo sur le site du diocèse, valence.cef.fr, jusque vers 18h. Que vous soyez dans la salle ou à distance, pendant une heure, vous pourrez tous poser des questions en utilisant le chat du site du diocèse, mais aussi nous n'y répondrons qu'après la diffusion de l'émission sur RCF, après 17h. Vous avez donc une heure pour venir nous rejoindre. L'homme et la planète, quelle espérance pour l'avenir? Voici notre sujet. En effet, le dernier rapport du GIEC, groupe intergouvernemental des experts de l'étude du climat, a annoncé des évolutions peu encourageantes de la situation climatique avec des conséquences dramatiques sur les populations humaines. Le dernier rapport du WWF, datant du 10 septembre, rapportait que les activités humaines principales seront responsables du déclin de 68% des populations de vertébrés en moins d'un demi-siècle. À la suite du pape François et de l'écologie intégrale, ces données qui font un peu peur nous interrogent sur la durabilité du modèle de société dans lequel nous vivons. Face à cela, depuis 2015, un nouveau domaine d'étude est né. La collapsologie, c'est une approche qui étudie les conditions de l'effondrement des civilisations. L'ancien ministre Yves Cochet défend l'idée que l'effondrement de la société est inéluctable. D'autres encore n'hésitent pas à nommer leur mouvement de militance du nom d'Extinction Rébellion, dont une antenne existe déjà dans la Drôme et la région de Crest. L'effondrement de la société, de la civilisation thermique, de l'économie libérale, de la biodiversité ou encore de l'humanité, on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur ce sujet, un sujet encore peu abordé par les chrétiens, soi-disant parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Mais nous sommes réunis autour de cette table ronde pour en parler et confronter cette problématique avec celle de l'espérance chrétienne. Au cœur de la saison de la création et de cette année Laudato Si inaugurée par le pape François, comment se situer en tant que chrétien face aux menaces de l'effondrement annoncées? Pour répondre à ces questions, nous recevons trois invités. Tout d'abord, Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence. Bonjour Monseigneur. Vous êtes l'évêque du diocèse recouvrant le territoire de la Drôme, à la réalité écologique fort contrastée entre la Biovallée à l'est, avec ses montagnes, et le couloir de l'énergie nucléaire à l'ouest, sur les bords du Rhône. Vous êtes l'initiateur de cette rencontre et vous avez eu l'audace de proposer ce sujet difficile. Nous avons ensuite Madame Laura Morosini, qui est accompagnatrice vers une éco-responsabilité chrétienne. Vous faites un travail de conseil auprès des collectivités qui vous appellent pour engager une transition écologique. Et vous êtes aussi permanente pour la mise en œuvre du label Église verte, c'est-à-dire la proposition œcuménique de mise en œuvre de l'écologie intégrale pour les communautés chrétiennes de France. Vous êtes également cofondatrice de Chrétiens Unis pour la Terre, une association chrétienne de sensibilisation à la cause écologique à l'échelle nationale. Bonjour Laura. Bonjour. Nous accueillons enfin Monsieur le professeur Jean-Jacques Brun, chercheur émérite à l'IRSTEA de Grenoble, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, mais qui est désormais fondu à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Vous êtes membre associé à la chaire Jean Baster de l'Université catholique de Lyon et l'actuel président de l'association chrétienne drômoise Ecologia, basée à Tollignan, chez les dominicaines du monastère de la Clarté-Notre-Dame. Chers collègues, bonjour. Bonjour Fabien. Trois parties dans cet entretien. Tout d'abord, nous allons passer un peu de temps à comprendre la problématique de l'effondrement avec ses diverses ramifications. Ensuite, nous porterons notre attention sur la ou les postures chrétiennes de l'espérance avec un grand E, espérance à vivre dans ce contexte. Et enfin, nous évoquerons les pistes d'action à mener en Église ou ailleurs pour faire vivre cette espérance. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez poser vos questions pendant l'émission. Nous y répondrons après, à partir de 17h, toujours en direct sur le site du diocèse de Valence.
1 heure pour le dire, en direct du Café Gourmand à la Maison diocésaine à Valence, Fabien Revol. Alors nous commençons avec vous, Monseigneur Michel. Quel est, selon vous, l'enjeu de la question de l'effondrement et pourquoi avez-vous souhaité en faire un sujet de table ronde? Cela vous touche-t-il personnellement? Oui, comme homme, comme citoyen, comme chrétien et comme pasteur, je ressens une vive inquiétude devant à la fois la dégradation de notre planète, cette maison commune, et aussi le manque de respect de l'homme lui-même dans son lien avec les autres créatures, et aussi, en quelque sorte, un manque de respect de l'homme vis-à-vis de lui-même. En quelque sorte, comme dit le pape François, c'est la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et d'ailleurs, dans l'encyclique Laudato Si, le pape François nous invite à transformer en souffrance personnelle ce qui est en fait l'actualité du monde, les événements, les annonces. Vous en évoquiez plusieurs, comme la montée des eaux avec toutes les conséquences sur les populations et du coup les migrations qui vont arriver, qui ont commencé et qui vont s'accentuer. Mais il y a une deuxième raison aussi, en plus de mon inquiétude, elle est devant l'aveuglement, en quelque sorte, de beaucoup de nos contemporains et aussi d'un certain nombre de chrétiens devant ce qui se passe. Et je pense que ça, c'est grave parce qu'il y a un appel que le pape François, mais ses prédécesseurs avant, avaient fait entendre, et qui est un appel à la lucidité et à la conversion, et qu'il nous faut entendre. Et c'est, à mon avis, le premier pas si on veut parler d'espérance. Merci, Monseigneur. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant avec cette question adressée à Jean-Jacques. Je vous livre cette définition d'Yves Cochet en ce qui concerne l'effondrement. Elle est donnée en 2011 et puis reprise en 2015 par Pablo Servigne et ses collègues collapsologues, les penseurs de l'effondrement. L'effondrement, c'est, je cite, le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par les services encadrés par la loi. Fin de citation. Alors quand on parle d'effondrement, on peut penser à plusieurs choses, allant de l'effondrement d'une société historiquement située carrément à la fin du monde. On a du mal à faire la part des choses. Avec votre regard de citoyen et d'écologue, pourriez-vous nous partager ce qui, pour vous, s'effondre ou pourrait s'effondrer? Vaste question, s'il en est, et qui nous demande de plonger quand même dans une sorte de panoramique de notre rapport à notre monde et puis à notre finitude. Alors, si on prend les deux extrêmes, là, d'un côté, donc la fin du monde et la fin d'un monde, en fait, on se rend compte que pour ce qui concerne la fin du monde, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a une typologie qui a été proposée par Jean-Noël Lafargue, qui est un ancien chercheur. Et lui, il distingue tout ce qui est les fins du monde permanentes. Les grands mythes de l'Antiquité sont habités par ces fins du monde. Il distingue aussi la fin du monde fondatrice, qui est un petit peu celle qui est à l'origine de notre monde et dont, par exemple, Noé et l'arche et le déluge en est l'exemple parfait. Il y a aussi la fin du monde spirituel qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, donc pour notre tradition chrétienne. Il y a la fin du monde rationnel, et ça c'est la fin du monde qui est celle liée, on va dire, à notre technologie. Et là on peut parler la question de l'hiver nucléaire, tout simplement, donc la guerre massive en utilisant les bombes atomiques. Et puis il y a les fins du monde qui relèvent de l'imaginaire, donc avec les fictions. Donc là l'art est prolifique, la science-fiction en particulier. Donc il y a toutes ces fins du monde qui existent. On ne les a pas inventées, elles n'arrivent pas aujourd'hui, elles traversent toute notre histoire. Et puis il y a la fin d'un monde dans lequel nous sommes, la fin de ce fameux monde thermo-industriel. Donc je crois qu'il faut regarder tout ça. Et puis ce que je pourrais rajouter, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la fin du monde de la dualité. Voilà. Nous sommes construits sur le paradigme, enfin le principe fondateur de notre société, c'est d'avoir séparé l'homme et la nature et la culture. On a séparé. Et la fin de ce monde, elle est là. Merci Jean-Jacques. Et alors,
On parle aujourd'hui d'un concept qui est très présent dans les débats, c'est celui de l'Anthropocène. L'Anthropocène, donc cette période au cours de laquelle l'être humain a un impact tel sur son environnement naturel qu'il laisse une empreinte dans les strates géologiques. Quel rapport faites-vous entre l'Anthropocène et les annonces de l'effondrement ? Je pourrais dire simplement que l'Anthropocène, c'est cette fameuse période où l'homme s'est pris pour une force tellurique. Enfin, il s'est pas pris, il est devenu une force d'ampleur tellurique. Ça veut dire quoi, tellurique ? Tellurique, c'est-à-dire qu'il est l'équivalent de ce qui se produit dans le monde naturel. La puissance des éruptions volcaniques et la puissance des séismes. Et on sait que l'homme, avec ses technologies, en particulier, je parlais malheureusement de la bombe atomique, mais on sait très bien qu'on déclenche des tremblements de terre avec la bombe atomique. On sait très bien que l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis, par exemple, ont fissuré le sol et qu'il y a des parties de territoire qui s'effondrent au sens réel du terme, parce qu'on a fissuré la roche et donc ça bouge et les habitations sont fragilisées. Bon, donc c'est pour vous dire qu'on a une ampleur de capacité d'action qui est équivalent à ce que la Terre est capable de produire. Alors donc, pour moi, l'Anthropocène, c'est cette capacité qui nous a été donnée. Et c'est surtout le fait que cette capacité, on ne l'a pas maîtrisée. Et qu'en définitive, cet Anthropocène, c'est le temps de la maison fragile. C'est-à-dire le temps de toutes ces maisons qui ont plein de fissures, qui se fissurent. Et vous le savez tous, nos maisons se fissurent parce qu'avec la chaleur estivale, avec les pluies du printemps, de fil en aiguille, comme c'est dans des intensités fortes, eh bien, le matériau résiste moins bien et tout se fissure lentement. Donc, alors merci voilà. Pour cette métaphore qui est très parlante. Et donc, on rejoint la question sociale du rapport entre l'être humain et son habitat, sa maison. Justement, Laura, votre activité professionnelle et ecclésiale ont dimension plus sociale et politique. Elle concerne en tout cas la vie humaine. Comment concevez-vous l'effondrement annoncé par des collapsologues tels Pablo Servigne et ses collègues ? Alors, je voudrais dire que la première fois que j'ai entendu parler d'effondrement, c'était en 2005, et ça vous étonnera, c'était dans la bouche du maire de Londres, Ken Livingstone à l'époque, qui réunissait les maires du monde entier pour lutter contre le changement climatique, pour se coordonner. Il venait de lire le livre Collapse, qui venait de sortir, de Jared Diamond, qui est un biologiste, un anthropologue et un géographe américain. Et je voyais pour la première fois un élu, un très haut responsable, réellement inquiet et conscient de sa responsabilité, conscient d'être né dans une génération où tout peut basculer et que ça se jouait finalement sous son mandat et les mandats suivants. Alors, que disait ce Jared Diamond ? En fait, il a étudié différentes civilisations qui ont disparu et d'autres qui ont résisté, et a élaboré des constantes sur les Mayas, les habitants de l'île de Pâques, les Khmers, etc. Et pour voir quelles sont les conditions de changement climatique, les conditions environnementales, les conditions démographiques qui font qu'une civilisation peut disparaître ou alors arriver à être résiliente, c'est-à-dire à faire face à tout ça. Alors, le mot d'effondrement, j'ai vu qu'en fait, il frappait des hauts responsables, comme il a frappé les évêques, quand ils l'ont entendu en novembre dernier, comme il frappe Monseigneur Michel. C'est intéressant parce que ça nous renvoie à nos fins dernières, aux questions eschatologiques voilà, c'est à la fois un mot très fort, mais qui touche les chrétiens plus que d'autres. Donc je prends le parti de l'utiliser. Je trouve qu'il est utile, même si je pense qu'il ne faut pas penser que l'effondrement, il s'agit de l'apocalypse, et essayer de trouver plein de correspondances, mais qu'on est, comme disait Jean-Jacques, plus proche de la fin d'un monde, et de quelque chose donc de radicalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est difficile de l'imaginer, parce qu'on ne sait pas imaginer un monde si différent.
Mais on a quand même à en envisager sérieusement l'éventualité. Juste pour vous donner une dernière anecdote, lorsque je préparais le plan climat de Paris, qui était un des premiers plans climat de France, je proposais cette idée aux différents maires d'arrondissement, et certains me répondaient « mais pourquoi pas un plan de conquête de l'espace ?» en disant pour eux, s'occuper du climat au niveau d'une collectivité locale, c'était aussi absurde en fait. De l'eau a coulé sous les ponts, il y a une canicule avec 13 000 morts et le Covid aussi que nous expérimentons aujourd'hui, la Covid, nous montre que l'impensable est possible. Qui aurait imaginé il y a un an se balader en masque ou rester cloîtré 2 mois chez soi? Merci. Alors juste brièvement, peut-être une question à tous les deux. En quelques mots, me dire si pour vous, l'effondrement annoncé, est-ce que c'est une hypothèse de travail, une possibilité, une probabilité ou une certitude? En 2 phrases. Allez, Laura. Allez. Moi, j'ai envie de le rapporter à l'expérience humaine, à mon expérience et à l'expérience, je pense, au moins la moitié des personnes ici présentes, qui sont 2 expériences, celle de la dépression et celle de l'accouchement. Ces 2 expériences qui sont des moments terribles, qui sont des moments très intenses, très douloureux. Et en même temps, la grosse différence entre ces 2 expériences, c'est que la dépression, on est désespéré parce qu'on ne peut pas imaginer autre chose. Et l'accouchement, par contre, c'est peut-être encore plus douloureux, mais on sait qu'il y a une issue heureuse. Et ça fait toute la différence. Et du coup, en tant que chrétienne, prendre en compte cet effondrement, c'est me dire on peut générer autre chose. Ça peut être douloureux, ça peut être très impliquant, mais ça peut déboucher sur autre chose. Merci. Jean-Jacques, en 2 phrases. Oui, en 2 phrases. Défi. C'est un défi, oui. Moi, je pense que l'effondrement, on y est dedans jusqu'au cou et qu'il est là. Pour moi, il n'est pas à venir, il est là. Et qu'en fait, on sait rien. C'est ça le drame en quelque sorte, mais c'est aussi notre salut. On ne sait rien, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à tout, et que donc tout est possible dans la catastrophe et tout est possible aussi dans le miracle. Merci, bravo. Monseigneur, du coup, vous entendez cela. Mais vous avez aussi entendu au cours de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes cette annonce non moins prophétique qui proclame qu'il n'est pas nécessaire d'être catastrophiste pour être collapsologue. C'est-à-dire qu'il faut déconnecter les situations angoissantes de cette annonce de l'effondrement. Alors, est-ce qu'on peut être chrétien et catastrophiste? Peut-on être chrétien et se préparer à vivre l'effondrement de la société? Et surtout, quand on est pasteur d'une église au niveau diocésain ou même au niveau universel, est-ce qu'on a le droit de parler d'un effondrement à venir et de préparer son peuple de fidèles à cet effondrement? Ce que nous avons vécu à Lourdes en novembre dernier avec tous les évêques, avec des intervenants, de jeunes intervenants, chrétiens ou non, nous a permis de vivre cette expérience d'un discernement qui est à opérer en permanence. Et donc, quand il y a un discernement, eh bien, on n'est pas au résultat avant même d'avoir fait les différentes étapes, d'avoir écouté, d'avoir dialogué. Et ce dialogue, d'ailleurs, avec les scientifiques, les responsables, les personnes qui sont acteurs dans tout ce domaine, aussi bien de l'agriculture qu'au niveau de la vie sociale, eh bien, on entend vraiment toutes choses. Donc c'est ça qui est difficile. C'est pas simple de se faire une opinion parce qu'on va aussi entendre des gens qui sont complètement dans le déni en disant mais non, mais vous avez vu, l'homme a toujours été capable de s'adapter, etc. Et donc en fait, on est amené à faire ce discernement avec un regard de foi, un regard et à creuser cette question. Et par exemple, il me semble que dans l'encyclique Laudato Si, quand le pape nous parle du péché écologique, il y a quelque chose de très riche parce que du coup, il nous oblige à un travail d'examen de conscience, un travail de discernement, qui en fait, on ne peut pas reconnaître son péché si on n'est pas en fait déjà en quelque sorte en train d'accueillir aussi la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'espérance,
d'une renaissance. Moi, j'aime beaucoup aimer ce que dit Laura, cette image de l'accouchement. Donc, en fait, où Pablo Servigne il parle aussi de renaissance. Voilà, ce travail de discernement demande à intégrer toutes les dimensions, mais certainement pas en faisant l'économie de cet aveu de notre péché écologique. Déjà, Benoît XVI parlait en interrogeant nos manières de consommer, en disant qu'il y avait une sorte de voracité. Et voilà, donc moi je dirais travail de discernement, reconnaissance de notre péché dans la perspective de l'accueil du salut. Eh bien, c'est une magnifique transition avec ce qui va suivre au sujet de l'espérance, dont nous parlerons après la pause musicale, au cours de laquelle nous allons écouter un titre assez amusant sur un sujet qui ne l'est pas, El Niño sur le changement climatique de Jojoa et lieutenant Nicholson. On se retrouve après. La neige qui fond là-bas, ça c'est chaud. Arrêtons les débats. Là c'est chaud. Il frappe ici et là.